Après l'exécution des hymnes nationaux, voici la présentation de la compagnie d'honneur de l'armée suisse. Doris Léotard s'associe donc à toute la Confédération pour une chaleureuse bienvenue au président de la République et sa délégation, composée de membres du gouvernement et d'autorités diplomatiques et consulaires. Les honneurs seront suivis d'une séance de travail, un entretien élargi durant lequel le président Macky Sall et la présidente de la Confédération suisse discutent des voies et moyens d'élever encore plus haut le niveau des relations entre les deux pays. Omar Nying qui va nous parler d'autres temps forts de ce séjour du chef de l'État en Suisse dans nos prochaines éditions. Parlons ici au Sénégal de la ferme à Autruche de Mlomp qui a reçu la visite du ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Cette ferme est une première au Sénégal et c'est le fruit d'un partenariat entre le Sénégal et la Finlande depuis 2014. Dans cette ferme, toute la chaîne de production est présente. Pour Aminata Mbeng Ndiaye, la structure va participer à l'émergence de la zone. C'est un reportage signé Kaltom Gueye. La ferme à Autruche de Mlomp a reçu un hôte de marque. Aminata Mbeng Ndiaye est venue voir l'exploitation. Ici, on élève des autruches, une première au Sénégal. Les initiateurs du projet sont revenus sur l'importance d'une telle trouvaille. La viande, l'huile, la peau et même les plumes, tout ce qui vient de cet animal est utilisé, ce qui explique la pertinence de ce projet. Une autruche peut faire ou prendre 40 kg de viande. Si vous vendez le kilo à 8 000, vous obtenez ainsi 320 000 CFA. Une autruche peut faire, avec ce que vous avez vu, peut avoir 110 flacons d'huile. À 5 000 le flacon, nous aurons ainsi 555 000. La peau de l'autruche que vous avez vue peut coûter entre 150 et 200 000 en fonction de son niveau de préparation. Sans tenir compte des autres produits tels que les plumeaux, la biopâte et beaucoup de choses dont je fais ici l'économie de cité. L'ensemble de ces avantages fait que les porteurs de projets veulent l'étendre dans tout le pays. Faire donc de la ferme de Mlomp un incubateur. Nous souhaitons, madame, avec votre concours, dans le cadre d'un partenariat public-privé, faire en sorte que ce projet devienne un centre national d'incubation à partir duquel nous pourrions essaimer des élevages, des fermes d'autruches à travers le pays. C'est possible, madame, et nous savons que si vous prenez l'engagement, nous allons le réussir. Et après 3 ans de fonctionnement, ce projet a amélioré considérablement le vécu de population de Mlomp, mais les difficultés ne manquent pas, ce qui explique ces doléances. Doléances en matériel pour augmenter la surface d'exploitation et mieux sécuriser notre ferme. Nous aurons besoin de mélangeurs broyeurs pour la fabrication de nos aliments. Car vous allez partout au Sénégal, vous ne verrez pas quelque part où on vend de l'aliment d'autruche. Autrement dit, nous sommes obligés de fabriquer nos propres aliments. Il nous faut un véhicule. Et pour ces doléances, Madame la ministre a apporté des réponses satisfaisantes. Elle est convaincue qu'un tel projet participera à l'émergence économique de la zone. Le projet d'élevage d'autruche dans la commune de Mlomp fait partie aujourd'hui des projets qui peuvent apporter beaucoup de plus-value, beaucoup de valeur ajoutée à notre élevage. Vous avez entendu tout à l'heure, monsieur le directeur du projet, que je salue également, dire qu'en l'espace de quelques mois, de quelques années, il est possible avec le développement de ce secteur d'engranger énormément de ressources. Donc cela signifie que c'est un projet qui peut créer des emplois, mais c'est un projet également qui peut créer des revenus substantiels pour les populations de votre zone. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire que dans le cadre d'un partenariat public-privé et dans le cadre du plan Sénégal émergent, il est possible que le ministère de l'élevage puisse travailler avec ce projet, avec votre organisation, votre association, pour que ce projet puisse aller de l'avant. Et peut-être même être démultiplié dans d'autres zones de la Casamance où ce projet pourra se faire. Une visite guidée dans la ferme a permis de voir l'innovation apportée dans l'élevage. Concernant celui de l'autruche, l'espoir est permis.
Le service civique national et la direction des musées des armées ont entamé un processus de décentralisation de l'éducation civique. Le colonel Antoine Wardini a rappelé les missions de cette décentralisation. Il s'agit entre autres d'éduquer, de former et de préparer des citoyens responsables et imbus de civisme. Louise Vidza. Kolda et Tambacounda, deux régions qui ont sonné la mobilisation pour accueillir la délégation du service civique national et la direction du musée des armées. Pourquoi c'est important de parler de ce civisme-là? C'est parce qu'on voit des choses dans la société, au niveau des écoles, au niveau des partis politiques, au niveau des syndicats, dans la rue, dans la société civile. On voit des choses qu'il faut rectifier. Parce que si on ne les rectifie pas, si on ne fait pas attention, on va continuer dans cette anarchie. Et partout où il y a l'anarchie, partout où il y a l'incivisme, je ne vois pas le développement. Agissant au nom du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, le service civique national a pris la décision d'aller vers les citoyens pour leur parler de civisme. Afin d'éviter certains comportements à la population et à la jeunesse, certains comportements dégradants qui pourraient nuire à l'évolution et au développement même de notre pays. Ceci a été bien compris par toutes les autorités de ce pays, en premier lieu le chef de l'État, le président Macky Sall, qui, dans son mot, placardé dans l'agenda des forces armées d'ailleurs, invitait, exhortait les services civiques nationaux et les armées à tout faire, à tout mettre en œuvre pour amener les Sénégalais dans cet élan patriotique. Cette mission a pour but d'amener tous les citoyens à une meilleure connaissance des symboles de la République et le respect des institutions. Nous, service civique national, prenons les orientations du ministre de la Jeunesse en compte et l'appel du chef de l'État, le président. Nous voulons également jouer nos partitions, c'est pour cela qu'on est en train de sillonner le Sénégal. Ce programme-là va se dérouler pratiquement dans toutes les régions du pays. On est actuellement à la phase test et on a choisi de venir un peu vers le sud, un peu vers le centre. Dans leur déplacement, la jeunesse et les écoles ont été ciblées. La délégation estime qu'à l'issue de cette journée, le message sera bien perçu, le civisme étant l'affaire de tout un chacun. La quinzaine de la francophonie a été lancée ce 20 mars. Thème retenu cette année, innover en francophonie, j'aime et je partage mon 20 mars. À cette occasion, un forum s'est tenu autour de l'entrepreneuriat des jeunes sur le thème. Les jeunes parlent de leur projet. Fatimata Banelba. C'est dans un esprit de partage et de solidarité que s'est ouverte la quinzaine 2017. Les amis de la francophonie ont tenu cette année à magnifier l'engagement, la diversité et la créativité des jeunes dans les pays francophones. Innover en francophonie, j'aime, je partage mon 20 mars. Ce thème servira de fil conducteur à toutes les actions du groupe des amis de francophonie durant la quinzaine et au-delà. Et cela d'autant plus qu'il est en parfaite adéquation avec le paradigme et les préoccupations de l'OIF. La francophonie aide à créer des hubs. Donc les jeunes, parce qu'à intervalles réguliers, la francophonie fait des appels à propositions. C'est-à-dire que, mettons 2 ou 3 fois par an, il dit qu'à partir de telle période, les jeunes qui ont des projets peuvent les présenter en francophonie, sans même passer par les structures de la francophonie qui sont au Sénégal. Le choix de donner la parole à des jeunes entrepreneurs est tout aussi symbolique. Cette option s'inscrit dans la politique nationale de promotion de cette jeunesse créative. Aujourd'hui, la préoccupation majeure des gouvernants, c'est l'emploi des jeunes, mais plus particulièrement l'auto-emploi. Vous savez tous que, que ce soit l'État, encore moins le privé, il ne dispose pas, malgré les politiques extrêmement importantes à l'endroit de cette catégorie de citoyens, que donc l'État ne peut pas mettre à la disposition de chaque citoyen et de chaque jeune un emploi. Donc le président de la République, vous avez suivi aussi, a fait un plaidoyer extrêmement important en faveur de l'auto-emploi. Au cours de ces 2 semaines, beaucoup d'activités seront organisées dans le sens de promouvoir la diversité et la culture francophone. Le premier congrès constitutif du Conseil supérieur des maîtres coraniques du Sénégal. L'événement s'est tenu sous le sceau de l'unité dans l'islam. Acteurs et militants pour le bien-être des apprenants du Coran veulent ainsi créer un cadre adéquat pour plaider leur cause. Philomène Constance Diagne.
Des délégués des 45 départements, des guides religieux, des apprenants de Dara, bref, des acteurs militants pour la cause des pensionnaires de Dara ont répondu présents à cette première du genre. Le congrès consécutif du Conseil supérieur des maîtres coraniques du Sénégal. Travailler pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage dans les écoles coraniques. Surtout, travailler avec les maîtres coraniques pour bien organiser le système éducatif d'école coranique. Aussi pour être un interlocuteur qui parle avec l'État pour plaider au bénéfice des écoles coraniques. Mais aussi pour travailler et élaborer des projets, rechercher des partenaires pour les écoles coraniques. Et travailler aussi pour former les maîtres coraniques et tous les acteurs qui travaillent dans le champ éducatif coranique. Cette plateforme constituée démocratiquement selon les initiateurs va servir de cadre de plaidoyer. À l'heure où le retrait de la rue des enfants talibés est d'actualité, les maîtres coraniques y trouvent un début de solution aux problèmes des écoles dont ils ont la responsabilité. C'est pourquoi nous allons encore collaborer avec l'État pour avoir une loi, pour amener une loi des statuts de Dara à l'Assemblée nationale, pour le voter, pour que l'État prenne en charge les enfants, pour l'État pour donner des subventions, des cantines scolaires au bénéfice des écoles coraniques. Le Conseil compte par la voix de son président proposer une loi à l'Assemblée nationale portant statut des Dara. Ainsi, les maîtres coraniques espèrent résoudre les problèmes définitivement. Une cinquantaine de directeurs généraux des instituts nationaux de la statistique de l'Union africaine sont à Dakar depuis ce matin. C'est pour faire face à la nécessité de développer des statistiques fiables et d'harmoniser dans tous les domaines de l'intégration africaine. Le but est d'accompagner la mise en œuvre de tous les programmes de développement du continent et de contribuer à la réalisation de leurs objectifs. Thierno Diallo. Après Bamako, Dakar abrite la deuxième rencontre des directeurs généraux de la statistique de l'Union africaine. Les échanges de 48 heures sont consacrés à l'examen et à la validation du document stratégique pour l'harmonisation des statistiques en Afrique. C'est une stratégie qui nous permet de voir comment dans les différents pays les recensements de population sont faits, comment les enquêtes de collecte sur les prix sont faites pour que les prix, les taux d'inflation soient comparables, comment les enquêtes sur l'emploi ou sur l'agriculture sont menées dans les différents pays. La stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique Chacha 2 va servir de baromètre pour comparaître au mieux le niveau de vie des différentes villes du continent. Pas des proxys. Nous voulons des données statistiques fiables qui puissent informer nos politiques pour prendre les bonnes décisions pour l'Afrique. En gros, pour ce que nous avons fait depuis 10 ans, nous sommes dans les 450 millions de dollars. Au niveau international, c'est le système des Nations Unies qui définit le cadre conceptuel. Dans le cadre du Sénégal, nous sommes en train de basculer, par exemple, du cadre du système de comptabilité nationale 93 à un système de comptabilité nationale 2008. Et l'Afrique doit aussi contribuer à définir ces concepts. Ce 29 mars, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie va procéder à la restitution du recensement général des entreprises. Nous allons aussi restituer les résultats du changement de base, du recalcul du PIB sur la nouvelle base 2014. Donc nous aurons les résultats provisoires. Pour le PIB du Sénégal recalculé, la base passe de 1999 à une base 2014 et les comptables nationaux sont en réclusion. La réunion de Dakar entend fournir une stratégie qui aura un impact dans la coordination et le suivi des politiques de développement en matière de statistiques en Afrique.
Et pour aller plus loin sur la question, nous avons avec nous sur ce plateau le docteur René Kouassi, directeur département des affaires économiques de l'Union africaine. Bonsoir à nouveau. Bonsoir. Alors, vous allez donc nous parler de ces assises d'harmonisation des stratégies, des statistiques en Afrique qui ont démarré aujourd'hui à Dakar. Alors, quelle est l'importance des statistiques dans les politiques publiques de nos États? Merci beaucoup, M. Traoré-Cheikh. Vous me donnez l'opportunité d'éclairer un peu ce que l'Union africaine est en train de faire. Il faut retenir que la statistique, comme ceux qui viennent de parler, c'est un outil d'aide à la décision. Sans les statistiques, les politiques risquent de prendre des décisions erronées. Imaginez-vous, vous voulez construire un hôpital dans une région donnée, vous ne connaissez pas le nombre de la population, vous ne connaissez pas comment la population va évoluer, vous plantez, vous créez l'hôpital, vous verrez qu'après 1 an ou 2 ans, la structure arrive très tôt à saturation. Ça veut dire que vous n'avez pas pris une bonne décision. Donc la statistique permet, n'est-ce pas, de prendre de bonnes décisions. Ça permet d'élaborer des bons projets, de faire le suivi, évaluation et de faire des ajustements nécessaires dans le temps. Donc c'est un problème effectivement au niveau de l'Afrique parce que les statistiques au niveau du continent ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer les statistiques d'un pays à un autre parce que les statistiques ne sont pas produites dans le même moule, les définitions ne sont pas les mêmes. Les nomenclatures ne sont pas les mêmes, ce qui fait que beaucoup de pays africains, on utilise les statistiques produites ailleurs, alors qu'il y a un message politique qui accompagne toujours une donnée statistique. Donc l'Afrique, c'est une nécessité absolue pour le continent de produire ses propres statistiques, parce que cela relève de la souveraineté du continent. Autant le continent s'évertue à avoir son autosuffisance alimentaire, son autosuffisance financière, autant le continent doit se battre pour produire elle-même ses statistiques pour pouvoir mesurer ses activités économiques et sociales. D'accord. Et donc compte tenu de tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez l'impression qu'en Afrique, les statistiques sont utilisées comme il se doit dans la prise de décision, justement, au niveau des États? Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la qualité des statistiques, et ensuite, il y a leur disponibilité dans le temps et dans l'espace. Est-ce qu'on peut avoir les statistiques en temps réel? Donc, il y a toute une politique à mettre en œuvre pour non seulement permettre au continent, aux pays africains, de produire les statistiques, de les collecter, de les disséminer et de les mettre à la disposition des utilisateurs. Donc, c'est tout ce processus-là qu'il faut revoir, et c'est pour cela... en 2010, à Kampala, le sommet des chefs d'État et de gouvernement a pris la décision, donné mandat à l'Union africaine de procéder à l'harmonisation des statistiques pour qu'on puisse les avoir en temps réel, pour qu'on puisse les comparer. Pourquoi les harmoniser, justement, ces statistiques? Les harmoniser parce que vous prenez les agrégats. Vous avez parlé tout à l'heure de quelques différences suivant les pays. Voilà, parce que c'est pas normal que sur un continent, nous ne soyons pas capables de comparer les données statistiques. On dit par exemple le Sénégal fait mieux en matière d'économie, que sa croissance, il y a de bonnes pratiques. Mais si on ne peut pas comparer les données du Sénégal à celles d'un autre pays, vous voyez qu'il y a des difficultés. Donc l'harmonisation, ça permet, n'est-ce pas, de répondre à cet objectif-là et à répondre aussi à l'objectif que le continent doit, n'est-ce pas, avoir ces données comparables d'un pays à un autre pour que les utilisateurs, les chercheurs, les académiciens, les étudiants, les opérateurs économiques puissent, n'est-ce pas, s'en servir, n'est-ce pas, pour faire leurs activités. D'accord. Les chefs d'État ont émis l'idée en 2010 à Kampala, vous venez de le dire. Ici à Dakar, vous allez également parler d'harmonisation. Est-ce que depuis lors, les choses vont bouger allant dans le sens de cette harmonisation tant voulue? Merci beaucoup, M. Traoré-Cheikh. Depuis 2010, la première stratégie est en voie d'exécution. Mais entre-temps, l'Afrique a adopté l'agenda 2063. Entre-temps aussi, l'agenda 2030 des Nations Unies a vu le jour.
entre-temps, d'autres sujets émergents ont vu le jour. Donc, la stratégie de Kampala 2010 a été adoptée avant l'avènement de ces événements. Donc, nous avons reçu mandat de revisiter la première stratégie afin d'intégrer les nouvelles données que je viens de citer tout à l'heure. Donc, la réunion de Dakar, qui est la réunion du comité des directeurs généraux des instituts nationaux des statistiques, qui est un peu un passage obligé pour soumettre la nouvelle stratégie aux ministres de l'économie et des finances qui vont se retrouver ici à Dakar pour leur conférence. Donc la réunion de Dakar a pour objet, n'est-ce pas, de regarder, de parcourir la nouvelle proposition et de les examiner, de l'amender et de le soumettre aux ministres de l'économie et des finances qui à leur tour vont examiner, amender, afin qu'en juillet 2017, le document soit soumis à l'examen de l'adoption des organes de décision de l'Union africaine. D'accord. Est-ce à dire pour le profane que je suis, qu'une fois cette harmonisation recherchée obtenue, que les choses iront mieux dans le monde des statistiques? Non, à la limite, les statisticiens africains auront à leur disposition un cadre de travail consensuel pour tout le continent. À la limite, ce cadre permettrait, n'est-ce pas, de faire leur travail, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et c'est pour ça que la réunion de Dakar est importante, parce que il y a un volet sur le financement de l'activité statistique. Parce que le problème est que, effectivement, l'Afrique peine, n'est-ce pas, à traduire dans la réalité la majeure partie de ses initiatives. Mais beaucoup de raisons expliquent cela. Mais la question du financement est une question de taille. Et le dernier sommet d'Addis Abeba, janvier dernier, a adopté une décision invitant les pays à consacrer 0,15% des budgets nationaux au développement de la statistique. Donc il y a une stratégie qui va être débattue demain pour voir comment mobiliser les ressources humaines et financières pour permettre aux statisticiens africains de faire face, n'est-ce pas, à leurs obligations. D'accord. Docteur René Kouassi, nous allons suivre tout cela, vos travaux et puis les conclusions qui en sortiront. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. Vous êtes le directeur du département des affaires économiques de l'Union africaine et vous étiez sur ce plateau pour nous parler de ces assises d'harmonisation des stratégies des statistiques en Afrique qui ont démarré aujourd'hui à Dakar. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Voilà, dans la suite du journal Tivaouane, après la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, c'est toujours l'affluence. Aujourd'hui, le thème principal abordé dans la cité religieuse et l'unité à Tivaouane, des délégations se succèdent pendant que d'autres sont encore attendues. Thierno Amadoussi. Ce matin à Tivaouane, Serigne Moustapha Sy fait partie des premières arrivées enregistrées chez le khalife général des Tidjanes. Suivront plusieurs autres délégations quelques heures plus tard sous le chapiteau où les condoléances sont reçues des Sénégalais de tous bords. 5 jours après la disparition de l'érudit Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, ce lieu ne désemplit toujours pas. Cette grande affluence est liée à la dimension de l'homme de Dieu qui nous a quittés. C'était un homme d'une dimension exceptionnelle. Parler de lui, on sera vraiment en rareté d'avoir des superlatifs pour décrire le personnage et l'homme qu'il était. C'est une perte immense pour le Sénégal. Une forte délégation du khalife général des Mourites était venue présenter ses condoléances. Mais moi je suis venu parce que le nouveau khalife est un ami et c'est lié aussi à la dimension de l'homme de Dieu que le Sénégal vient de perdre. Un homme de Dieu de multidimensionnel. Pour le khalife général des Tidjanes, cette forte mobilisation des Sénégalais autour de la famille de Seydi Hadji Malick Sy, en ces moments de deuil, crée un nouvel élan. L'essentiel est retrouvé,
l'unité de la grande famille Sy. À la suite du khalife général, le nouveau porte-parole, Serigne Babacar Sy Mansour, va plus loin. Il appelle à l'unité de toute la communauté musulmane, de l'humanité. Au 6e jour, une forte délégation marocaine est attendue à Tivaouane. Elle sera conduite par le khalife de la famille de Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif. Dans la série sur le riz local, s'il y a une localité qui consomme le riz qu'elle cultive, c'est bien Toubacouta. Dans cette commune, chaque chef de famille est un producteur de riz. À Keur Alioune Gueye, par exemple, 200 riziculteurs produisent des tonnes de riz par an, mais l'activité n'est pas sans difficulté. Pour accroître les rendements, ils ont besoin de matériel agricole et d'intrants. Fatou Diouf. Il est midi chez la famille Sarro. La dame Awassar s'apprête à servir le déjeuner. Homonyme du Toudjem, avec du riz local comme accompagnement. Ici, le consommé local est une réalité. C'est du bon riz et c'est facile à préparer. Certains pensent même que c'est du riz parfumé. Et pourtant, c'est bien le riz local. Il ne demande pas beaucoup d'eau pour la cuisson. La rizière est étroite, sinon la localité est favorable à la culture du riz. Cette année, on n'a pas eu de bons rendements. Mais les autres années, j'ai eu 4 à 5 tonnes à l'hectare. Tout ce que je produis, c'est pour ma famille. Beaucoup de gens préfèrent acheter le riz parfumé, mais ils oublient qu'il y a du riz parfumé dans le riz local. La plus grande quantité de ma production, c'est du riz parfumé, le 517. Du riz parfumé de qualité et le cycle n'est pas long. Nous sommes à Keur Alioune Gueye, village situé à 7 km de la commune de Toubacouta. Dans cette localité, presque tous les chefs de famille sont des producteurs de riz. Avant, ce sont les femmes qui cultivaient le riz. Après la belle-mère, c'est la belle-fille qui continuait l'œuvre. Maintenant, avec l'appui des partenaires tels que l'ANCAR, le PAPIL et le PRIP qui ont construit des ouvrages, l'activité s'est améliorée. Traditionnellement, ce sont les femmes qui pratiquent la riziculture. De nos jours, c'est devenu l'affaire des hommes. Avec l'appui des partenaires, les surfaces cultivables ont augmenté et de bons rendements enregistrés. Depuis la production La production a augmenté. Avec ces ouvrages, on a pu retenir l'eau de la mer et nous avons enrichi la terre avec de l'engrais. Aujourd'hui, nous produisons 6 à 8 tonnes à l'hectare. 200 producteurs de 7 villages partagent une rizière de quelques hectares. Keur Alioune Gueye, Keur Djamba, Boulouf, Medina, Biscuit, Tambading et Keur Laïn Socé. Ils rencontrent des difficultés telles que le manque de matériels agricoles et d'intrants. Il faut que nous jàppale béykat yi du béykat bu ne nag moo mën a yëkkati xaalisam xobet joxe ko. Nous avons besoin de tracteurs. Il faut aider les paysans si l'on veut développer ce pays. Même s'il faut le faire à crédit, c'est nécessaire. ñu gis résultat bi ñu bëgg a am inch'Allah dinañ ko mën a am. Aussi leneen aussi am na aussi ci wàllu intrants yi. Ils doivent aussi revoir le mode de distribution des intrants. Aussi bu ci ñëpp jubloo mënta doy ñëpp. Donc il faut que mu am manqué donc engrais bi il faut que muy ñëw. Dans cette rizière, il y a une plante appelée Tchokhom, Cyperus de son nom scientifique. Nous avons acheté des pesticides, mais rien n'y fait. Cette plante freine le développement du riz.
À Kër Alioune Gueye et environ, les populations consomment le riz qu'ils produisent. Un exemple à suivre afin d'amoindrir l'importation du riz au Sénégal. Reportage de Fatou Diouf à Toubacouta. La série sur le riz local revient dans nos prochaines éditions. Le syndicaliste de la Poste, Ibrahima Sarr, porté à la tête d'Uni-Africa Poste et Logistique. C'est à l'occasion de la 4e conférence d'Uni-Africa qui s'est ouverte ce matin à Dakar. Thème de cette rencontre, mobiliser, syndiquer et innover pour le secteur postal. Amidou Diop. Pour sa 4e conférence, Uni-Africa Poste et Logistique a choisi la ville de Dakar. Les séances de discussion porteront sur des thèmes clés comme mobiliser, syndiquer et innover. L'objectif, rapprocher les postes africaines des populations dans un contexte marqué par le développement des TIC. Cette semaine, nous commençons par cette conférence du secteur poste et logistique avec 3 autres petites conférences, le secteur conférence des finances, banque, assurance, et la conférence du secteur commerce. Demain, nous aurons d'autres conférences, le secteur les jeunes, et après-demain, la conférence des femmes. Et en fait, le grand événement, c'est du 23 au 25, où nous aurons la 4e conférence régionale d'Uni-Africa, qui est une assemblée continentale sous le haut patronat de son Excellence, le président Macky Sall du Sénégal. Les défis du système, c'est tout d'abord tout un changement par rapport aux besoins des clients et du public par rapport à la Poste. Tous les changements technologiques qui donnent des défis au niveau des conditions de travail. L'innovation se présente aujourd'hui comme la solution face aux nombreux défis. À Dakar, il sera ainsi question de partager des expériences positives. Vous avez donc très tôt compris que l'innovation est un facteur clé dans le développement du secteur. Et vous avez aussi su attirer l'attention des décideurs de la Poste sur l'importance du numérique dans la création de produits et services. Cette rencontre a été l'occasion d'élire un nouveau bureau. Après consensus, c'est le Sénégalais Ibrahima Sarr qui est porté à la tête d'Uni-Africa. Il s'agira pour moi de coordonner avec toute l'équipe le plan d'action en vue de sa mise en œuvre correcte pour amener les décideurs à prendre en compte les aspirations des travailleurs au niveau du secteur postal. Uni-Africa est membre d'Uni Global Union, qui est la voix de 20 millions de travailleurs du secteur des services du monde entier. Suite de la série de reportages consacrés à la mission de la Chambre de commerce de Dakar au Maroc. Aujourd'hui, nous vous parlons de 2 secteurs qui ont intéressé nos hommes d'affaires. Il s'agit du transport et de l'univers des startups. 65 camions vont être livrés aux Sénégalais au plus tard le 15 avril prochain par une société de montage de gros porteurs. C'est dans le cadre de la politique de l'État du Sénégal de renouveler le parc des camions. En même temps, nos hommes d'affaires tiennent absolument à s'adapter à la révolution technologique et ils sont allés à la rencontre des start-upers du Maroc pour s'inspirer de leur gestion. Envois spéciaux au Maroc, Moussa Ba et Issa Chirogay. Trop de bruit, c'est le propre d'un atelier mécanique. Celui-ci est destiné au montage de gros porteurs. Dans cet atelier marocain, sur tous les organes du véhicule, la main passe et repasse. Parfois, c'est à l'aide d'un outil électrique. Le montage d'un camion requiert beaucoup d'adresse. Ici, la dextérité accompagne tous les gestes, de même que la concentration. Rien ne doit être négligé ou omis, car les transporteurs sénégalais exigent des véhicules bien adaptés. Ils ont demandé des camions qui sont tropicalisés, des types de pneus bien adaptés, des chars sur essieu bien adaptés. Ils ont demandé des cabines aussi avec des sièges chauffeurs adaptés pour eux, la climatisation, le freinage ABS et tous les moyens de sécurité qu'il y a sur ces véhicules. L'idée d'avoir des véhicules adaptés tient d'un constat troublant et quotidien au Sénégal, le nombre d'accidents causés par les gros porteurs. Alors, de concert avec les transporteurs, l'État a décidé de renouveler
Le parc des camions. En février 2016, 73 véhicules ont été montés ici et livrés aux Sénégalais. Pour la deuxième phase, 65 camions doivent l'être au plus tard, le 15 avril de l'année courante. Et pour en avoir, il faut forcément être encarté. Vous ne dépassez pratiquement rien au départ parce que vous ne faites que inscrire sur la coopérative et que vous amenez le vieux véhicule que vous avez et votre copie d'agrément et votre copie d'identité. On vous donne ces véhicules pour 7 ans. Le prix du véhicule varie selon les caractéristiques. Il y a les bennes, il y a les plateaux nus, il y a les plateaux arrière qui sont derrière nous. Chacun a son prix. Il y en a qui coûtent 74 millions, il y en a qui coûtent 75 millions. Prix arrivé Dakar. Si la banque paye pour toi et vous allez payer pour la banque pendant 7 ans, comme ça vous aurez payé les intérêts de la banque, ça vous revient 125 millions à peu près. La coopérative des transporteurs sénégalais est membre de la CCIAD, la chambre de commerce de Dakar, qui a tenu coûte que coûte à s'enquérir de l'état d'exécution du montage des gros porteurs dans cette usine du Maroc. Dans le royaume existe une véritable politique de promotion des entreprises, mais aussi et surtout des start-up. Alors, pour s'inspirer du modèle marocain et pouvoir le reproduire au Sénégal, la Chambre de commerce de Dakar s'est entretenue avec plusieurs start-up marocains. X-Hub en est un. On existe depuis 2015, aujourd'hui on est en phase d'investissement. Concrètement, on développe on est dans le développement informatique et on accompagne les startups, on est positionné comme un accélérateur technologique. Positionnée comme un accélérateur technologique, la micro-entreprise est installée ici, dans ce qu'on appelle le technoparc, moyennant un loyer de 5 € seulement, sous le couvert de l'État marocain et des banques du royaume. Aujourd'hui, on a une tendance où les sociétés réussissent mieux en étant hébergées ici au Technoparc, en étant accompagnées par le Technoparc qu'à l'extérieur. C'est une tendance et aujourd'hui, on est très fiers et très heureux de pouvoir jouer ce rôle-là de facilitateur et d'accompagnateur. La tendance technologique, c'est ce qu'a compris la CCIAD qui, en se rendant au Maroc, compte véritablement s'adapter à ce qui se fait de mieux sur les marchés économiques d'ici et d'ailleurs. Reportage signé Issa Thiorogui et Moussa Ba, envoyés spéciaux au Maroc. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'UNESCO et l'ONG Article 19 prônent la liberté d'expression. Ils organisent à Dakar une session de formation à l'intention des forces de sécurité et des journalistes. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Rouyatouba. La couverture de certains événements dévoile les relations parfois heurtées entre journalistes et forces de l'ordre et de sécurité, une situation due à un défaut d'information et de communication. Une formation est alors nécessaire. Un expert international va mettre les deux groupes, si vous voulez, les forces de sécurité et les médias, pour comprendre les cadres juridiques internationaux, les cadres juridiques aussi nationaux sénégalais, pour que les forces de sécurité respectent le travail des journalistes et aussi les médias de respecter et comprendre aussi les forces de sécurité sénégalais. Une relation de confiance doit être établie entre journalistes et forces de sécurité initiées à l'approche genre. Dans certains cas aussi, les défenseurs sont souvent attaqués parce qu'eux aussi, ils donnent une information, ils travaillent sur des sujets difficiles, des sujets aussi qui sont souvent d'intérêt public, mais aussi des sujets qui peuvent avoir des liens avec la sécurité. Donc ça aussi, ça peut les mettre en danger. Et c'est la raison pour laquelle les forces de sécurité doivent prendre en compte l'aspect genre dans leurs interventions. Les organes de presse, eux, sont appelés à créer un protocole de sécurité que les journalistes devront respecter. Sur l'international, l'actualité va nous conduire en France, aux États-Unis, au Brésil et en République centrafricaine. Nous démarrons par la République démocratique du Congo, où au moins 8 fosses communes ont été découvertes autour de la localité de Tchimbolu. C'est un récit de Louise Bidza. C'est l'une des preuves de la violence à laquelle on assiste depuis le début de l'année au Kasaï central, en République démocratique du Congo. Un document prouvant l'existence d'au moins 6 fosses communes autour de Tchimbula, chef-lieu du territoire de Dimbaya, a été mis à jour.
L'ONU avait déjà transmis au gouvernement congolais des informations sur 3 fausses autour de ce village qui a longtemps été l'un des épicentres de l'insurrection populaire née de la révolte du chef coutumier Kamuna. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, démontre que les militaires puissent avoir creusé des fosses communes pour y enterrer des miliciens ou des civils. À Bambari, en République centrafricaine, depuis une semaine, il n'y a plus que les casques bleus et les gendarmes centrafricains qui portent les armes. Les hommes armés ont disparu du paysage en ville. La MINUSCA a exigé il y a une semaine que les éléments de ces groupes rebelles ne portent plus d'armes et abandonnent les bâtiments qu'ils occupaient. Les chefs, eux, ont été pris